Bonjour et bienvenue sur Marqueur, votre podcast 100% marketing durable, car je suis convaincue que le marketing durable, c'est le marqueur de la bonne santé des entreprises. Le marketing, c'est le cœur de l'entreprise avec la proposition de valeur, des produits ou services. Et gérer des projets marketing avec le cœur nous emmène plus loin dans la formulation d'une offre qui fait sens aussi bien pour vos clients que pour vos collaborateurs. Je m'appelle Diane Cantan et après plus de 20 ans en marketing et communication digitale, j'ai décidé de partager ces convictions en réalisant des épisodes en solo ou avec des invités où j'aborde les différents sujets de marketing durable, communication responsable, numérique responsable et plus largement des enjeux liés à la RSE. J'en parle régulièrement dans mes épisodes, les entreprises doivent absolument prendre le temps de réfléchir à challenger leur business model pour anticiper les conséquences des dérèglements climatiques et également les changements de mode de consommation. Certes, une fois que j'ai dit ça, les dirigeants vont me dire « Oui, mais alors, on fait comment ?» J'ai une boîte à faire tourner, moi. J'ai des équipes à fond qui sont sur des opérationnels sujets quotidiens. J'ai des usines avec des machines que je peux pas remplacer tout de suite parce que c'est beaucoup d'investissements financiers, etc., etc. Et pour autant, il faut s'y mettre. Eh bien, mon invité aujourd'hui va vous apporter des pistes très concrètes, j'en suis persuadée. Bonjour Alan. Bonjour Diane. Écoute, je suis ravie de t'avoir avec moi aujourd'hui. Le plaisir est partagé. Depuis le temps qu'on attend ce moment-là, où j'ai le temps, ou en tout cas depuis le temps qu'on se connaît. Ouais. En fait, c'était un peu ça, puisque on s'est connus. Tu es intervenu à un de nos congrès clients pharmaciens, et je pense que c'était en 2010 ou quelque chose comme ça. C'est à peu près ça. Ouais. Tu parlais pas encore de RSE à l'époque, c'était pour parler du capital immatériel. Et déjà, les pharmaciens à l'époque étaient subjugués par ton discours, par cette façon de penser et d'y mettre autre chose que juste la partie financière pure, mais d'y apporter de l'extra financier. Et puis finalement, depuis le temps, on est en 2025, on tourne l'épisode, forcément il s'est passé plein de choses depuis. On est toujours resté en contact et ça, du coup, je te remercie d'être mon invité aujourd'hui. J'en suis ravie. Alors, évidemment, il y en a plein qui te connaissent, qui se disent Alan Fustek, oui, évidemment, on le connaît. Tous ceux qui gravitent dans notre univers du développement durable, de l'ISO 26000, des labels ou du label Lucie, on en parlera forcément. Mais ceux qui ne te connaissent pas encore, est-ce que tu pourrais nous expliquer rapidement comment tu es passé d'ingénieur agronome à cofondateur de Goodwill Management, puis de l'agence Lucie avec la création du label Lucie, et en même temps, là, plus récemment, de cofondateur de Carlotech. Toute cette histoire, il y a un fil rouge, évidemment. Est-ce que tu veux nous en parler un peu ? Oui, bien sûr, avec plaisir. Donc, j'ai fait des études d'agronomie, je suis ingénieur agro, mais j'ai pas vraiment exercé ou très peu dans ce domaine-là. Et j'ai fait une vingtaine d'années dans le monde des systèmes d'information. Et j'ai attrapé le virus du développement durable. C'est il y a très longtemps, c'était en 1993. Et j'ai commencé en 1993 à mettre en place une politique de développement durable dans ma boîte d'informatique. Donc, hyper précurseur, là, pour le coup. Donc, oui, c'était un an après Rio. Et puis, je suis fier de ça, j'étais le premier dirigeant français à faire une demande d'évaluation de ma démarche RSE par une agence de notation. Et ça, c'était en 1999. Voilà. Et j'ai quitté cette entreprise pour créer Goodwill en 2002. Et donc, voilà, Goodwill existe. Et Goodwill est un cabinet de conseil en développement durable depuis 2002. Début assez difficile. Quand on s'est connus, je parlais de RSE déjà, mais on s'était connus sur un thème qui est pas si éloigné que ça de la RSE, qui est la mesure et la valorisation du capital immatériel. Et puis, aujourd'hui, Goodwill est une grande fille, parce qu'il y a une petite soixantaine de collaborateurs.
les débuts de Goodwill ont été difficiles quand même. Vendre de la RSE en 2003 ou 2002, 2003, c'était un poil trop tôt. Un poil trop tôt. Après... mais tu avais cette vision déjà. Oui, c'était ma conviction que on allait dans le mur et qu'il fallait faire quelque chose. Voilà. Donc dès cette période-là, j'ai pensé que c'était intéressant de lancer une activité dans ce domaine. Après, en 2009, j'ai cofondé l'agence Lucie. Et à nouveau, c'était un poil trop tôt. Parce que ça a été très, très difficile de faire démarrer cette activité. Tu penses, en 2009, en pleine crise financière, tu commences à parler de labelliser des entreprises avec une démarche exigeante. Donc, il n'y avait pas beaucoup de candidats. Et puis fallait vraiment être motivé là. Oui, là c'était encore plus dur, plus dur que Goodwill. Et puis ça s'est bien terminé puisque aujourd'hui l'agence Lucie c'est la première communauté d'entreprises engagées en France en RSE par voie de label. Parce qu'on peut faire de la RSE sans être labellisé. Hein. Et donc il y a à peu près 1400 boîtes dans la communauté. Et puis, pour terminer, donc, j'ai lancé avec mon fils Kerlotech il y a 6 ans. Donc ça, c'est un écosystème d'entreprises qui ont pour ambition de respecter les limites planétaires en Bretagne. Et la raison de cette initiative, c'est tout simplement de montrer que c'est possible. Parce qu'avec une démarche RSE classique, on fait des efforts très important et on obtient des résultats intéressants en matière de réduction de ces impacts. Mais en général, avec une démarche RSE classique, on n'arrive pas à rentrer dans les limites planétaires. Il faut vraiment mettre le paquet pour y parvenir. Et j'ai voulu démontrer que c'était possible. Voilà. Et donc, Kerlotech, c'est ça. C'est un petit noyau d'entreprises en Bretagne qui ont cette ambition, qui s'y emploient pour y être le plus vite possible. On n'y est pas encore tout à fait, mais on n'est plus très loin. C'est pas mal, plutôt en 2025, de se dire qu'il y a déjà un certain nombre d'entreprises qui ont changé leur façon de faire, et pas que ce qui est strictement demandé par l'ISO 26000, mais d'aller encore un peu plus loin. Oui. Justement dans cette optique de limite planétaire. On va y venir, forcément, on parlera aussi de l'étude qui est parue fin 2024, justement sur l'ensemble de ces entreprises, avec ce côté RSE niveau 1 et RSE 2.0. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que toi qui es depuis si longtemps dans le domaine, quelles sont les évolutions que tu as pu constater, on va dire, depuis 15 ans ou peut-être depuis le Covid? Comment les entreprises ou les dirigeants sont prêts à changer, sont prêts dans cette mentalité à se dire ça y est, c'est bon, ou est-ce que tu vois qu'on en est encore assez loin? Alors en fait, il y a une évolution là depuis quelques années qui est très forte. Si je refais un peu le chemin en arrière, hein, ce qu'on vient de se dire à l'instant sur mon parcours, entre 2000 et 2020, on va dire, voilà, les sujets de RSE ont évolué positivement. Il y en avait quand même beaucoup plus en 2020 qu'en 2002, des entreprises qui s'étaient engagées en RSE, mais quand même très, très lentement. Très, très lentement, et avec des niveaux d'engagement qui étaient plus ou moins approfondis. Par voie de conséquence, la thématique de la RSE était, pour des professionnels comme moi, un sujet un petit peu difficile. Pour développer des activités dans ce domaine-là, fallait y croire. Comme on l'a dit tout à l'heure, très bien. Il y a eu un changement radical aux alentours de 2020 qui n'est pas lié à la crise sanitaire. C'est juste un peu une coïncidence. La crise sanitaire a eu un effet d'accélération sur les questions de RSE, je vais y venir, mais c'est pas le facteur principal. Le facteur principal, c'est l'arrivée de la CSRD. Voilà.
Et donc, avec l'arrivée de la CSRD, le monde des entreprises s'est mis en mouvement, j'ai envie de dire enfin, autour de ces questions de responsabilité sociétale. Donc c'est pas si vieux. Et puis on s'en est pas trop rendu compte en 2020 parce que on était plus ou moins confinés. Mais ensuite, à partir de 2021, on a commencé à sentir que les choses n'étaient plus tout à fait comme en 2019, c'est-à-dire qu'il y avait de la demande, que on voyait de plus en plus d'entreprises motivées pour s'engager dans des démarches liées à la RSE, partielle ou totale, peu importe. Et ce mouvement-là, en fait, il ne s'est pas ralenti depuis. Et donc, on a, depuis 2020-2021, on a un engagement des entreprises en France autour de ces questions que je vais qualifier de fort, alors qu'avant 2020, franchement, il était faible. Voilà. Et vraiment, ce qui a changé la donne, c'est l'arrivée de la CSRD. C'est marrant parce que je l'avais pas sous cet angle-là. Pour moi, dans mon esprit, c'est vraiment 2024 qui est l'année de la CSRD parce que tout le monde se réveille en mode ça va arriver là sur 2025, il va falloir montrer patte blanche d'ici la fin de l'année. Comment on fait? Donc j'avais pas forcément ça a commencé cette avant. Vision plus tôt. Ouais, ça a commencé avant. C'est-à-dire que depuis à peu près 2019-2020, à peu près, on a tout l'écosystème des entreprises qui se bouge autour de ces questions. Les banques, les compagnies d'assurance, donc les partenaires financiers des entreprises leur disent « vous n'allez pas pouvoir rester indéfiniment à l'écart de ces questions », qui leur disent même « mais si vous voulez qu'on vous finance, il faudrait peut-être faire un effort ». Tu vois, etc., etc. Et donc, même si la CSRD ne concerne à date que les entreprises, pour faire simple, de plus que 250 personnes, ça a eu un effet d'entraînement sur tout le tissu des entreprises. Et donc, pour moi, c'est le facteur principal. Après, il y en a deux autres quand même. Il y a, bien sûr, la crise sanitaire. C'est-à-dire que pendant 2 mois, la première fois, enfin, je sais plus si c'était 2 ou 3 mois. On oublie vite. Hein. Oui, mais c'était quoi? Ça a duré 3 mois peut-être. Enfin bon, peu importe. Les gens se trouvent confinés chez eux et puis se disent mais attends, rappelle-moi pourquoi on court. Bon, ça a fait beaucoup réfléchir. Mais tu as raison. C'était plus un changement sociologique, finalement. Voilà. Mais à l'époque, on parle... De donner du sens. Ce dont je me rappelle, tu vois, je me rappelle pas bien de la durée du confinement, mais en tout cas, je me rappelle très bien de toute cette époque où les gens disaient « Ah oui, le monde d'après, rien ne sera plus comme avant. » Tu parles. Le lendemain du confinement, il y avait la queue chez Zara. Donc ça n'a... Mais ça a quand même, pour une partie de la population, ça a généré une réflexion approfondie sur tiens, au fait, cette crise sanitaire, on l'a pas vu venir. Pour l'instant, la science n'a pas réglé le problème. C'est une catastrophe économique mondiale, sans précédent. Qu'est-ce qui nous permet de dire que des problèmes de cette nature-là vont pas se reproduire dans d'autres domaines, comme par exemple le réchauffement climatique ou d'autres domaines encore? Bien. Donc ça fait beaucoup réfléchir. Puis il y a un autre phénomène qui a, à mon avis, accéléré le mouvement. Il y a cette période propice à l'introspection de la crise sanitaire. Et puis il y a une autre chose qui fait beaucoup réfléchir, et à mon avis encore plus, c'est le fait qu'avant, quand on présentait tous les risques environnementaux, tout le monde voyait ça comme une réalité future. Sauf que maintenant, c'est une réalité du présent. Voilà, parce que on a vu ce qui s'est passé dans le Loir-et-Cher, on a vu ce qui s'est passé avec les inondations à Valence, on a vu ce qui s'est passé, comme je suis breton, à l'été 2022, les milliers d'hectares qui sont partis en fumée dans les monts d'Arrée. On voit bien que les événements climatiques sont de plus en plus violents et de plus en plus fréquents.
Bon. Et donc, quand un dirigeant se retrouve avec un problème d'inondation ou un problème de sécheresse ou bien un incendie pas très loin de son usine, etc., il se dit, va peut-être falloir penser à faire quelque chose quand même. Voilà. Donc, il y a cette conjonction finalement de 3 facteurs, hein, la crise sanitaire, le fait que les problèmes deviennent palpables et présents, et puis, mais pour moi, le facteur principal, c'est la CSRD. Ouais, et il y a encore pas mal d'entreprises qui ne sont pas prêtes. Alors, je parle pas forcément des grandes entreprises parce qu'elles ont les moyens de faire appel à des cabinets extérieurs pour les aider et les accompagner. Oui, puis elles sont obligées. Et de toute façon, voilà, elles sont obligées dès cette année. Mais après, l'effet domino va arriver assez vite et il y a encore plein de dirigeants qui sont pas prêts parce que t'es dans le quotidien de tes chiffres, de tes clients, de ton approvisionnement, de tes charges, des problématiques managériales classiques, qui fait que on n'arrive pas à se projeter suffisamment. Bah, en fait, on va parler là de l'étude qu'on a sortie Bah, vas-y. au début du mois au début du mois de novembre. Donc ça, c'est une étude qui nous a pris un bon moment. Elle a été faite vraiment de façon très participative au sein de mon petit écosystème. C'est-à-dire que ça a vraiment été une collaboration Goodwill, Carlotech et Agence Lucie. Ça nous a pris 1 an. Et la première chose, donc, puisqu'on en parle, qui ressort de cette étude, c'est que si on prend les boîtes de plus que 10 salariés en France, il y en a la moitié qui savent pas de quoi on parle quand on parle de RSE. Voilà, il y en a 50%. Et il n'y en a que 8% qui font de la RSE de façon réelle et sérieuse. Réelle et sérieuse, ça veut dire que on met en place une démarche avec des moyens, avec une personne qui en a la responsabilité, avec des indicateurs, avec des résultats qui couvrent tout le sujet. Donc on a ratissé très large pour considérer les démarches qui pouvaient rentrer dans ce cahier des charges. Alors on a pris bien sûr les entreprises de la communauté Lucie, c'est une évidence, mais on a pris les Bicorp, on a pris les engagés RSE de l'AFNOR, on a pris les entreprises à mission, on a pris les entreprises du mouvement Impact, on a pris les entreprises qui publiaient leur bilan carbone sur le site de l'ADEME. Enfin, on a ratissé très 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 large et le résultat des courses, c'est 8%. Ce qui est encore très très faible. Voilà. Et donc, effectivement, on voit que on a encore un chemin. Quand je disais tout à l'heure, ça y est, c'est parti, etc. Ben, cette accélération qui est très importante nous amène à un niveau d'engagement des entreprises engagées, mais pour de vrai, fortement engagées, qui n'est encore que de 8%. Par contre, on avait fait une étude de même nature un petit peu moins poussée en 2019. À l'époque, on en avait 1%. Ah oui. Voilà. Donc, ça veut dire que ça a quand même sérieusement augmenté. Ça a été multiplié par 8 en 6 ans. Donc, c'est une source de satisfaction. Faut toujours voir le verre... Faut voir le verre à moitié plein. C'est une source de satisfaction. Maintenant... Est-ce que c'est suffisant? Non, ben bien sûr que non. Il faut qu'il y ait 100% des entreprises qui prennent en charge ces sujets-là, qui réduisent leurs impacts. Il y a le feu au lac, on le dira jamais assez. Mais voilà, il y a un décollage. Oui, et après, quand on dit prendre des mesures pour réduire l'empreinte carbone ou être attentif à l'ensemble de ces limites planétaires, j'entendais ce matin à la radio le groupe Stellantis qui décide de racheter quelques bonnes actions vertes auprès de Tesla pour éviter d'avoir à trop changer de direction. Là, quand j'ai entendu ça me fait bondir de me dire comment est-ce qu'il peut y avoir encore des grands groupes. Certes, pour répondre à un chiffre dans une case et de se dire, OK, c'est bon, j'ai réussi et je coche ma case. Mais en fait, non, ça résout pas le problème au plus profond. D'où l'intérêt, tu vois, de se repencher sur comment on rechange les business models au final.
Et ce qui est pas évident quand on est sur, là, un secteur de l'automobile, on est sur de la mobilité douce. Comment on se projette, dans X années, alors que le chiffre qui est suivi par tous les médias, les journalistes, c'est le nombre de ventes de véhicules, chaque mois. Bien sûr, bien sûr. Est-ce que ça sera toujours pertinent? Bah, bien sûr que non. Le fait que et en même temps, c'est ça qui rend le sujet d'une extrême complexité. Le fait que les véhicules se vendent moins, ça pose des problèmes sérieux sur le plan social. Voilà. Oui, forcément, Donc, c'est ce que je citais aussi, voilà, entre il y a les usines, il ne voilà. faut pas que je ferme. Comment je rechange? Si je dois Ça. remodifier le contenu de mes machines, bah, ça va être un investissement dont je suis pas prêt aujourd'hui parce que j'en ai pas les moyens. Donc c'est un peu un cercle vicieux de se dire, il y a des dirigeants qui sont prêts à, tu vois, dans l'esprit, dans la vision, de se dire oui, je veux bien, mais aujourd'hui, comment je fais? Comment je m'y prends? Par quel bout je m'y prends? Pour moi, il n'y a pas de cercle vicieux. Il y a moyen d'aller dans la bonne direction de façon résolue. Ça demande effectivement des efforts importants, mais il n'y a pas de cercle vicieux. Par contre, si on regarde aujourd'hui la façon dont se comportent les entreprises, bah, il y a une grande diversité de positions des dirigeants par rapport à ces questions de soutenabilité. Il y a tous ceux qui savent pas très bien de quoi on parle, on en a déjà dit un petit mot à l'instant. Ensuite, il y a ceux qui disent, bon ben, ok, on me fixe de nouvelles contraintes, comment je dois faire pour, comme tu disais, cocher les cases, me mettre en conformité. Très bien. Donc une posture de conformité, c'est pas une posture très proactive, c'est plutôt une posture très défensive. Très bien. Après, il y a, fort heureusement, des dirigeants qui se disent, bon ben, on va faire tout ce qui est en notre pouvoir pour réduire nos impacts, un modèle économique constant. Bon, et là, en fait, bah, c'est aussi ce que j'ai constaté, moi, dans le cadre de mon parcours. Et ce que je dis aujourd'hui, peut-être que je ne le disais pas il y a 15 ans, c'est qu'un modèle économique constant, les efforts sont significatifs, mais ils ne sont pas suffisants. Et donc, dans un grand nombre de situations, c'est pas 100% des situations, il faut se reposer la question de son modèle économique. Et bien évidemment, ça secoue. Parce que repenser son modèle économique, ça voudrait dire se réinventer, ça veut dire un peu lâcher la proie pour l'ombre, ça veut dire ben, j'ai une activité qui tourne, c'est déjà pas si facile de faire tourner une entreprise et de payer les salaires à la fin du mois. Et puis là, on est en train de me dire qu'il faudrait que je fasse une transformation profonde de ce modèle pour passer à quelque chose d'autre. C'est vachement casse-gueule. Donc voilà. Et on a toute cette diversité de positions au sein de la communauté des dirigeants des entreprises françaises, entre ceux qui veulent pas en entendre parler, qui sont complètement réfractaires, ceux qui sont dans la posture défensive, ceux qui veulent y aller tant que ça fait pas trop de bouleversements dans l'entreprise, et puis ceux qui se disent on n'a pas le choix, et il faut des transformations en grande profondeur. Voilà, on a tout ça. Alors, est-ce que tu as quelques exemples de transformations un peu radicales d'un produit X qui est vendu aujourd'hui en 2025 et qui ne le sera plus en 2030 ou 2035 Oh ben comme ça, je ne sais pas s'il y a des exemples de produits qui vont me venir à l'esprit, mais je vais essayer de répondre à ta question de façon un tout petit peu différente. On sait qu'on a devant nous des pénuries dans des tas et des tas de domaines. Donc, si on regarde des informations qui nous viennent, par exemple, du Bureau de recherche géologique et minière. Donc, c'est pas une association militante, écologiste militante. C'est vraiment un centre de recherche scientifique dont les conclusions sont au-dessus de tout soupçon. C'est objectif. C'est factuel, c'est pas militant. Bon, bah, ils nous disent que les réserves qu'on a en cuivre, c'est 38 ans, que les réserves qu'on a en or ou en argent, c'est 18 ans, que les réserves qu'on a en antimoine, c'est 11 ans de mémoire, que les réserves en
en étain, ça doit être 18 ans, ou en chrome. Et donc, alors, ce sont des informations qu'il faut savoir interpréter avec un peu de recul, parce que dans la croûte terrestre, dans 100 ans, il restera du cuivre, du zinc, de l'étain, du cobalt et tout ce qu'on veut. Il en restera toujours. C'est pas la question. Voilà. C'est simplement que avec des densités qui n'ont plus rien à voir avec celles d'aujourd'hui. Bon, déjà, quand on prend le cuivre, au début du siècle, on avait des mines qui étaient concentrées à 4%, puis maintenant, on doit être à 0,7%. Donc, avec le temps qui passe, bien sûr, on exploite des gisements qui sont de moins en moins concentrés. Et donc, ça veut dire davantage de ressources utilisées pour récupérer ne serait-ce que de l'énergie, ouais. Voilà. Et ça veut dire que au fur et à mesure que le temps passe, toutes ces ressources-là, pour réussir à les extraire, il faut du temps, de l'énergie. Et l'énergie, pour l'instant, en question, c'est du pétrole, parce que tu vois les gros camions avec les grosses roues qui font 3 mètres de haut, là. Tu fais pas tourner ça avec une batterie lithium-ion, hein. C'est des grosses machines thermiques, voilà. Et donc, on se retrouve dans une situation où, d'un côté, la ressource se raréfie sur tout l'échantillon de métaux dont on vient de parler, petit 1, et puis petit 2, la transition écologique qui pousse, et pour des raisons tout à fait normales, compréhensibles, que je conteste pas du tout, qui pousse vers de l'électrification, fait que les besoins en métaux, parmi lesquels, mais pas seulement le cuivre, augmentent de façon très très forte. Donc là, on a un fabuleux biseau, et au bout d'un moment, ça va coincer. Voilà. Et donc, ça veut dire que les produits qui vont disparaître dans les années qui viennent, à mon avis, disparaîtront pas pour tout le monde. Voilà. Mais si on prend des téléphones portables, si on prend des ordinateurs, si on prend certaines voitures électriques, etc., c'est juste qu'on pourra plus les offrir parce qu'elles seront trop chères. Voilà. C'est ça qui va se produire. C'est une question économique d'offre et de demande. Et donc, il y en aura toujours. Les progrès qui sont faits en ce moment en matière d'intelligence artificielle qui font froid dans le dos quand on voit la quantité d'énergie que ça consomme, il y aura toujours des gens pour en bénéficier. Par contre, je parierais pas un coup de cidre que à horizon de 2035 ou de 2040, on aura de l'intelligence artificielle en open bar comme on a aujourd'hui, gratuitement, compte tenu de ce que ça consomme comme ressources, sans prendre en considération, ce qui est l'autre préoccupation majeure quand même à ne pas oublier, que les extractions à outrance de toutes ces ressources minérales et la consommation à outrance de l'énergie fout une pagaille au niveau de la planète, du système Terre qui est très inquiétante et qui va poser d'autres problèmes économiques majeurs. Voilà. Ça c'est la phase moins fun. C'est la phase pas fun du tout. Mais réaliste, et que certains n'anticipent pas suffisamment. Enfin, tu vois. Alors, on va venir aussi sur le livre qui est paru en mai 2024, la stratégie du Y. Et donc finalement, c'est peut-être pas plus mal qu'on se soit pas vu plus tôt, parce que sinon t'aurais pas pu en parler. Alors que là, j'ai pu le lire, dévorer avec plein de pistes. Donc forcément, tu abordes cette stratégie du Y et comment les entreprises doivent s'y prendre pour se dire ok. Et en plus, j'adore la terminologie que tu utilises, que tu utilisais déjà avant dans ta façon d'aborder les choses, très abordable, très accessible, sans être, tu vois, avec des terminologies très denses. Est-ce que tu veux, donner un peu comment on y arrive à cette stratégie du Y, en quoi ça consiste? Bien sûr. Qu'est-ce qui m'a fait écrire ce bouquin? Avant d'écrire ce bouquin, on a mis en place chez Goodwill une méthodologie, puis on a commencé à accompagner nos clients. Puis au bout d'un moment, je me suis dit, tiens, ça vaut le coup d'écrire un bouquin sur ce qu'on fait. Voilà. Parce que ça marche. Parce que ça marche, voilà. Et parce que c'est le sens de l'histoire.
Donc d'abord, pour tes auditeurs, le point important sur lequel je voudrais insister un peu en préambule, c'est que moi je suis un homme d'entreprise, c'est-à-dire que je suis chef d'entreprise je suis dirigeant depuis 30 ans et puis je suis entrepreneur depuis un peu plus de 20 ans. Et donc, moi, ce qui me fait lever le matin, c'est de faire tourner une entreprise. Bon. Toutes les questions sociales et environnementales qu'on se pose par ailleurs sont des questions ultra prioritaires, bien sûr, parce que faire tourner une entreprise, c'est pas une fin en soi. Il faut que ça serve à quelque chose. Bon. Si le mode de fonctionnement d'une entreprise génère de la souffrance, du malheur et de la dégradation de l'environnement, on vaut mieux aller faire autre chose. Donc toute ma réflexion, c'est comment on arrive à faire en sorte qu'une entreprise soit un instrument utile et efficace pour conduire une transition écologique et sociale. C'est ça mon point d'entrée. Voilà. Et c'est là où il y a le rapprochement avec moi, ma vision des choses côté marketing, c'est de se dire, si on développe une offre, si on lance un nouveau produit ou un nouveau service, il faut que ce soit en respect, évidemment, humain et d'un respect de prix, du producteur, toute la chaîne, on va dire. Oui. Mais en même temps, d'avoir en tête que c'est un respect de la planète avant tout. C'est ça. Et des ressources naturelles que la planète nous met à disposition. Absolument, parce que dans l'univers de ce qu'on appelle le développement durable ou de la transition, enfin peu importe le terme employé, il y a une part non négligeable de la population qui fait un raccourci, de mon point de vue, hein, bien sûr on a le droit de pas être d'accord, entre les dégradations de notre environnement et les souffrances sociales et le capitalisme. Voilà. En disant en substance, arrêtons le capitalisme et on va régler le problème. Bon, alors il y a une forme de capitalisme qui est ultra toxique, hein, on est bien d'accord avec ça. Et je serais d'accord avec le fait qu'on arrête cette forme-là de capitalisme. Mais dire il faut tuer l'entreprise et ça ira beaucoup mieux, là je suis pas d'accord du tout. Le poste d'observation que j'ai sur tous ces sujets-là depuis une trentaine d'années me montre que, en matière de mesures d'impact, je vois pas de différence entre les activités à but lucratif et les activités à but non lucratif. Celui qui vient et qui m'explique qu'une municipalité, qu'une association, qu'une entreprise d'économie mixte, peu importe, a des impacts sociaux et environnementaux plus faibles qu'une entreprise, alors celui-là, je l'écoute, mais il faudra qu'il m'apporte des chiffres, parce que moi, j'ai pas du tout de résultats qui me montrent que les entreprises ont des impacts environnementaux et sociaux plus graves et plus forts que le reste des activités économiques qui sont d'origine publique ou parapublique. Donc ça, c'est déjà un premier point. Après, une fois qu'on a dit ça, c'est pas parce que les autres font pas mieux qu'on doit se contenter de ce qu'on tout le monde peut être perfectible, de ces impacts épouvantables, voilà. Donc la question est sur la table. Comment est-ce qu'on fait pour qu'une entreprise devienne à la fois résiliente, c'est-à-dire quels que soient les bouleversements qui sont annoncés, l'entreprise reste vivante, et deuxièmement soutenable, c'est-à-dire qu'elle fait sa part. Voilà. C'est ça la vraie question. Et juste pour revenir sur l'étude dont on a donné un chiffre clé tout à l'heure, j'en donne un deuxième, c'est que dans cette étude, on a fait un autre calcul avec notre méthode de triple comptabilité. Donc ça s'est fait chez Kerlotech et chez Goodwill. C'est que on a calculé l'empreinte environnementale, je devrais dire la dette environnementale, de toutes les entreprises françaises. Et ça, c'est une première. Personne n'avait jamais fait ça. Alors, je ne vais pas rentrer dans les détails de comment on fait ça en comptabilité environnementale, mais le résultat des courses, c'est que
si toutes les entreprises du monde fonctionnaient comme les entreprises françaises, on aurait besoin d'une planète 3 fois plus grosse. Voilà. C'est-à-dire que quand on prend... Et ça, t'as pris que les entreprises françaises? Donc si on prend les entreprises américaines... c'est plus grave. Voilà. C'est nettement plus grave. Quand on alloue aux entreprises françaises un quota de limite planétaire, on se rend compte qu'elles explosent en moyenne 3 fois leur quota. Voilà. Donc ça veut dire 3 planètes ou une planète 3 fois plus grosse. Bon. Donc aujourd'hui, voilà, l'équation elle est simple. La façon dont fonctionnent les entreprises françaises n'est pas du tout soutenable. Alors après, on peut dire c'est pas grave, si, parce que de toute façon, on va aller respecter les limites planétaires. Ouais. À un moment donné, ça va s'arrêter, il y aura des faillites où il faudra. Il va y avoir des tas de problèmes divers et variés, et donc n'ayant pas été capable de piloter le respect des limites planétaires, on va le subir, voilà, et ça va être beaucoup plus douloureux. Donc ça, c'est le point de départ. Et deuxième petit constat de ce que j'ai fait pendant jusqu'à aujourd'hui, c'est que la RSE que j'appelle 1.0, c'est-à-dire la RSE réelle et sérieuse, où on s'engage, où on fait les choses avec beaucoup de sincérité, etc., en grosse moyenne française, elle permet de réduire ses impacts de l'ordre de 20%, 30% par vente arrière, alors qu'il faudrait les diviser par 3. Bon, donc on a un vrai problème. Et du coup, la stratégie du Y, c'est quoi? C'est de proposer aux entreprises une solution pour y aller. Une solution qui, premièrement, vient de gens qui savent de quoi ils parlent en matière de direction d'entreprise, qui leur dit, premièrement, première priorité, la résilience. C'est-à-dire que comment on fait pour que l'entreprise reste en vie dans un monde à plus de degrés, rien que ça déjà. Comment on fait? Voilà, parce que ça va pas être si simple que ça. Et puis ensuite, comment on fait pour, deuxièmement, faire sa part, être soutenable, c'est-à-dire respecter les limites planétaires. Alors en fait, le constat que j'ai fait au cours des 20 dernières années, c'est que quand on dit à un dirigeant, tu dois mettre en place une démarche RSE. Globalement parlant, il peut n'être pas d'accord, mais il n'y a rien qui s'oppose à ce qu'il le fasse. Et donc, de plus en plus, on l'a dit tout à l'heure, de dirigeants le font de bon cœur. Tant mieux. Bon, très bien. Simplement, là, ce qu'on dit aux dirigeants, c'est avec la démarche RSE que tu mets en place, tu vas faire moins 20% sur tes impacts. Bravo, c'est déjà pas si simple, sauf que c'est pas suffisant. Et pour passer à un respect des limites planétaires, il faut que tu transformes ton modèle économique. C'est-à-dire que, par exemple, si tu es une entreprise qui... si tu es une entreprise qui fait de la fast fashion, voilà, faut que tu arrêtes. Ça ne veut pas dire que tu dois arrêter de faire du vêtement, mais il faut arrêter de faire du vêtement qu'on change tous les 6 mois. Voilà. Et si tu vends des produits alimentaires carnés, il faut que tu réduises. Alors, il ne faut pas que tu supprimes, parce que de la viande, on en a besoin, ne serait-ce que pour faire tourner l'agriculture. Une agriculture fondée exclusivement sur du végétal, ça ne marche pas. Donc, il y a besoin de production animale. Et puis, c'est agréable de manger de la viande. Donc, il n'y a aucun problème pour rentrer dans les limites planétaires en gardant une agriculture qui fait de la production animale et végétale, sauf que la quantité de production animale, faut la réduire fortement. C'est la proportion qui va changer. C'est la proportion qui change. Bon, très bien. Donc voilà. Mais ça, et donc ça veut dire qu'à un moment donné, on va dire à une entreprise agroalimentaire, il faut réduire la proportion des produits carnés que vous vendez au profit de produits basés sur des végétaux, pour rentrer dans les limites planétaires. Bon, alors là, ça commence à secouer un peu le cocotier, parce que pour généraliser ce propos, on dit à un dirigeant, jusque-là, tu fabriquais des bidules jaunes,
Bon. Et puis, à partir de... tu vas pas pouvoir continuer comme ça. À partir de maintenant, il faut que tu fabriques des machins bleus. Voilà. Alors, le bidule jaune, le dirigeant, il dit, ça, c'est quand même mon fonds de commerce. C'est ça qui me fait vivre. C'est ça qui me permet de payer les salaires à la fin du mois. Et toi, tu me dis qu'il faut que j'arrête ça, au moins partiellement. Peut-être des bidules jaunes et bleus, mais quand même beaucoup de bleus tout d'un coup. Et qui est-ce qui va m'acheter ces machins bleus? On me connaît pour mon excellence dans le bidule jaune. Donc, je ne veux pas de ta proposition. Parce que je me trouve dans une situation de dilemme irréconciliable entre petit 1, je respecte les limites planétaires et je tue ma boîte, ou de petit 2, je maintiens ma boîte et je respecte pas les limites planétaires. Désolé, mon choix est fait, je suis chef d'entreprise, je donne la priorité à ma boîte. Et celui qui ne comprend pas ça, il comprend rien. Parce que c'est quand même la moindre des choses. Les gens sont pas prêts à se faire harakiri. Et les grands donneurs de leçons écologistes, quand on voit effectivement leur propre renoncement, on est parfois surpris. Ils sont pas si importants que ça. Voilà. Bon. Alors, du coup, ça fait un peu écho si je reprends une citation du livre où tu dis en RSE 2.0, l'entreprise se fixe un nouvel objectif qui va de pair avec sa nouvelle offre respectueuse des limites planétaires. Cet objectif est ambitieux, induire chez ses clients des changements de comportement. Ce point est probablement le plus important de la RSE 2.0 et c'est aussi du marketing. Et c'est un peu ça, c'est complètement l'exemple que tu cites, de dire on doit renoncer à quoi? C'est ça. En tant que chef d'entreprise et potentiellement aussi en tant que client, qu'on soit un client B2B ou un client B2C, c'est ça. On aura à renoncer à une certaine offre ou à expliquer une nouvelle. C'est ça. Ou à vouloir aimer une nouvelle. C'est ça. Et donc, si tu mets sur le marché demain des machins bleus, ton client, il dit « j'en veux pas ». Voilà, moi je te connais pour tes bidules jaunes et j'adore tes bidules jaunes, donc je veux pas de tes machins bleus. Et donc, ça veut dire qu'il y a un défi marketing énorme, qui peut prendre des années, c'est de faire comprendre aux clients l'intérêt du machin bleu. Bon, alors du coup, ça explique pourquoi la stratégie en question ressemble à un Y. C'est-à-dire que on dit aux dirigeants, donc on est d'accord, hein, tu vas pas te faire harakiri, personne te demande ça, tu as une activité historique, c'est les bidules jaunes. Bon, tu continues à faire du bidule jaune. Voilà, parce que c'est ça qui te permet de vivre. Tu vas continuer un certain temps, et tant qu'à faire sur ton activité historique, tu vas mettre en place la démarche RSE, alors que j'appelle maintenant RSE 1.0, tu vas mettre en place la démarche RSE 1.0, une démarche RSE, 1.0, la plus exigeante possible. Et tu sais que grâce à ça, tu vas faire moins 10, moins 20, moins 30%, peut-être moins 40% dans certaines activités, etc. Ok, super, très bien. Et puis, mais on ne s'arrête pas là. En même temps, sur ton activité historique, tu vas faire pousser un petit bourgeon, comme un bourgeon sur un tronc d'arbre, voilà, qui est une nouvelle activité pour fabriquer des machins bleus. Et donc, dans le bouquin, pour se marrer, on a appelé ça un canal hystérique. Donc, il y a le canal historique, c'est tu continues de faire ce que tu as toujours fait, et tu vas prendre ton canal et tu vas créer un canal hystérique. Pourquoi hystérique? Parce qu'au début, c'est un peu frappadingue. C'est comment dirais-je, l'entreprise de café qui dit moi j'arrête le café, ou l'entreprise qui produit du pâté de cochon qui dit j'arrête le pâté de cochon, ou l'entreprise qui fait de la fast fashion qui dit j'arrête la fast fashion. Enfin, c'est donc, et on part sur radicalement autre chose. Et donc au début, c'est un petit peu délirant, un peu tout fou, un peu taré, un peu à l'ouest, voilà. Mais l'avantage de cette option, c'est que finalement la branche hystérique improbable au démarrage, qui a deux objectifs, pas un seul. Premier objectif, je suis résilient à 20-30 ans. C'est-à-dire comment je fais en sorte que ma boîte reste vivante à 20-30 ans, quelles que soient les conditions de température et de pression. Voilà. Donc, le pétrole passe à $200. Comment je fais?
moi, je pose à mes clients les questions. Le pétrole est à $200 demain. Est-ce que ta boîte tourne toujours? Ah ben non, elle est morte. Ah bon, alors on fait quoi? Oui, parce qu'il y a certaines entreprises, le volume, enfin le montant en énergie, en chauffage ou en électricité est hallucinant. Tu fais du bâtiment. Demain, tu as le mètre cube de béton, le prix est multiplié par 4. Tu fais comment? Ça marche toujours, ta boîte? Non. Alors, si tu passes au bois, c'est plus cher. Bon, maintenant, imagine que le prix du bois soit multiplié par 4. Parce que, bien sûr, maintenant, il y a une ruée sur le bois pour plein de choses, au nom de la transition. Donc, le prix du bois flambe. Donc, avec le risque de la déforestation derrière qui est pas. Voilà. Ouais. Donc, alors il faut que je construise en terre crue. Ouais, mais alors ça, c'est hystérique. Parce qu'un mur porteur en terre crue, c'est pas évident à construire. Ça existe, hein. Donc, on commence à explorer des voies qui sont des voies improbables, de tarés un peu. Voilà. Et puis, bien sûr, quand on explore des voies improbables et de tarés, la première étape, c'est qu'on se plante. Donc, on trouve un truc qui marche pas. Donc, il quitte pas le stade de la R&D. Après, on rencontre des problèmes de fabrication. Puis après, on commence à voir un truc qui commence à tenir debout. On se dit génial. Bon, ah oui, sauf que les clients, ils en veulent pas. C'est ça, après, faut le vendre. Bon. Et après, faut le vendre. Donc, ça veut dire que le canal historique, il prend un certain temps pour trouver sa voie, évidemment. Et donc, à partir du moment où on a commencé à trouver sa nouvelle voie, c'est là qu'on fait la bascule entre la branche historique du Y et la branche hystérique. Et petit à petit, c'est la branche hystérique qui devient respectable, voilà, et qui permet à l'entreprise de subsister compte tenu des bouleversements annoncés dans le futur et avec un respect des limites planétaires. D'où l'intérêt de s'y prendre dès maintenant, plutôt que de commencer quand tu seras vraiment au pied du mur et qu'il n'y aura plus de choix. Voilà, commencer quand tu es au pied du mur, ça veut dire que tu fais rien. Ouais. Pour arriver à faire une mutation de cette nature, c'est-à-dire le canal hystérique, pour qu'il cesse d'être considéré comme foufou, il faut 10 ans. Bon, mais il faut 10 ans avec de la ténacité, avec des ressources... Avec des budgets, voilà. Et donc, c'est pareil, moi je dis à mes clients, si vous avez un actionnaire qui vous demande une maximisation du retour sur capitaux investis, votre canal hystérique, vous n'allez pas pouvoir le conduire. C'est pas possible parce qu'il y a une partie de votre rentabilité d'aujourd'hui qu'il faut injecter là-dedans pour pouvoir effectivement préparer l'avenir à long terme. Et alors ça, est-ce que les actionnaires dans le board sont prêts? Ça dépend lesquels. Les fonds, aujourd'hui, globalement, non. Des actionnaires familiaux, etc., beaucoup plus à l'écoute. Oui, parce que c'est la réalité long terme et non pas juste une réalité court terme avec un changement d'actionnaire. Quand tu as un fonds qui a un objectif de sortie qui a investi il y a 2 ans, qui a un objectif de sortie dans 3 ans, il peut pas écouter ce discours. Voilà. Donc en fait, et l'autre chose qui est importante dans cette logique de stratégie du Y, c'est de dire qu'on fait des plans à 15 ans. On fait plus des plans à l'horizon d'un plan stratégique. Moi, on m'a demandé de faire des plans à 5 ans, même des fois des plans à 3 ans. Mais pour faire muter une entreprise, ça prend beaucoup plus de temps que ça. Alors ça prend du temps forcément sur des entreprises qui vont être de type vente de produits avec une usine, avec de la production, avec des achats de matières premières. Quand on est sur des entreprises de services ou des entreprises intellectuelles, on va dire, comment tu vois les choses? Pareil, parce qu'il y a les entreprises qui vont se dire, oui, mais moi je suis déjà au taquet côté RSE avec ton niveau 1.0. Finalement, j'ai pas forcément de canal hystérique parce qu'en fait, je vends du service, je coûte pas grand-chose. Ouais, mais tu le vends à qui ton service? C'est-à-dire que dans le point de départ de tout ça, c'est une méthode de comptabilité qui permet de regarder tes impacts globaux, c'est-à-dire c'est tes impacts directs et tous tes impacts indirects amont et aval. Alors quand on parle bilan carbone, en fait, on parle du scope 1, c'est l'impact direct, et puis du scope 2, c'est la fourniture d'énergie,
et puis du scope 3. Et le scope 3, c'est toute la chaîne de valeur amont et aval. En triple comptabilité, on fait du bilan carbone, plus du bilan eau, plus du bilan matières premières, plus du bilan artificialisation des sols, plus du bilan déchets, plus du bilan biodiversité. Et donc, on a un scope 3 sur l'ensemble. Et donc, l'entreprise qui fait du service, pour qu'elle respecte les limites planétaires, il faut qu'elle le respecte sur les 3 scopes. Et donc, ça veut dire que tu fais du service pour qui ? Si tu fais du service pour des activités qui respectent pas les limites, enfin, si tu prestes des services pour des entreprises ou pour des particuliers où il n'y a pas de respect des limites planétaires, tu peux pas te dire moi impact direct, je suis bon, donc j'ai pas de problème. Et donc c'est pour ça que c'est difficile. C'est le scope 3 qui fout la merde. Ouais, c'est ça. Et après, c'est dans ton analyse de risque avec le Pestel, finalement, c'est la partie économie et sociologie qui peut faire bouger ces boîtes de services. C'est une modification de mode de pensée. Ce que tu parles de l'approche Pestel, c'est de dire, ça c'est quand on fait l'étude prospective à 15 ans ou à 20 ans, on regarde tous les facteurs qui sont susceptibles de mettre l'entreprise en danger sur la longue période. Voilà. Et donc, on prend une approche Pestel, c'est-à-dire il y a des facteurs qui peuvent mettre l'entreprise en danger politique. On vit une période qui le montre, réglementaire, parce que de plus en plus, la CSRD en est un exemple. Les ZFE, on en parle un petit peu en ce moment. Le zéro artificialisation nette. Puis il y a d'autres facteurs réglementaires qui peuvent jouer un rôle important. Il y a des facteurs sociétaux, c'est-à-dire la société civile qui veut plus de ceci ou qui veut plus de cela. Il y a des facteurs technologiques. On voit bien en ce moment avec l'intelligence artificielle qui émerge de partout. Il y a des facteurs environnementaux, c'est-à-dire ceux dont on a parlé tout à l'heure sur les métaux, sur la rareté de certaines matières premières, de l'énergie, de l'eau, on va manquer d'eau, et les questions de changement climatique avec toutes les conséquences que ça peut avoir. Donc il faut regarder tout ça, et il faut regarder tous ces facteurs et se dire, dans tous ces registres-là, quels sont les sujets qui peuvent venir percuter très violemment mon activité historique. Voilà. Et donc... Et ça, est-ce que le dirigeant a suffisamment de recul ou est-ce qu'il y a forcément besoin d'un œil extérieur ? Sur le plan méthodo, c'est pas une question de recul. Le recul, il est là. Enfin, je dis pas que le recul est toujours là, mais le dirigeant qui a envie de se projeter sur la longue période est capable d'identifier un certain nombre de menaces. Voilà. Par contre, sur le plan méthodologique, pour en faire quelque chose, des menaces identifiées, déjà, pas en oublier une importante, voilà, et ensuite en faire quelque chose, là, il peut y avoir besoin d'un coup de main. Parce que, donc ça, tu sais, c'est dans le bouquin, c'est toute la partie étude prospective avec le modèle de calcul, etc., où on arrive à la fin de la journée à dire, à horizon de 10 ans ou de 15 ans, tu as X% de ton chiffre d'affaires que tu feras vraisemblablement plus. Voilà. Parce que tu veux dire comment j'arrive à le compenser. Et donc, comment tu le compenses avec une activité, je reviens sur mes 2 piliers de tout à l'heure, résiliente, c'est-à-dire, celle-là, elle tiendra la marée sur la longue période, et soutenable. Tant qu'à faire, on va fabriquer une activité qui respecte les limites planétaires. Voilà. Et donc tu sais, dans le livre, on dit, quand on fait l'analyse Pestel, là, donc les facteurs politiques, économiques, sociaux, sociétaux, technologiques, environnementaux, etc., on en tire des paramètres qu'on appelle les what if. Donc, what if, c'est ça que j'aime bien entre ton canal historique, le hystérique, il y a le what if et après il y a le... donc. C'est ça. Oui, il vaut mieux rigoler de tout ça. Donc, en fait, le what if, c'est important. Le mot est important, même si c'est un anglicisme. Le mot est important. La question n'est pas de prédire l'avenir, parce que personne ne sait faire ça. La question, c'est de trouver un paramètre qui est susceptible de devenir handicapant dans le futur. Et donc, c'est
qu'est-ce qu'on fait si? On ne sait pas si le pétrole sera à 200 ou à 300 dollars. Aujourd'hui, la projection à horizon 2030 du pétrole selon l'Agence internationale de l'énergie, c'est 72 dollars le baril. Donc pourquoi s'inquiéter? Parce que la demande a du mal à baisser et que les ressources, par contre, elles sont au taquet. Et donc, et qu'il peut y avoir d'autres problématiques politiques ou géopolitiques, tu as tout à fait raison. Et donc, c'est peut-être pas débile de se demander qu'est-ce qui se passerait si le pétrole arrivait à ce niveau-là. De la même façon que dans toutes les entreprises que n'importe qui visite, il y a des extincteurs. Voilà. On est d'accord que la probabilité qu'il y ait un incendie, elle est faible. Mais il n'empêche que les gens attendent pas que l'incendie soit là pour mettre des extincteurs. Donc là, c'est pareil, c'est pas de dire la probabilité que ça se produise est tellement faible que c'est vaut pas le coup de s'en inquiéter. Non, il vaut mieux regarder parce qu'en plus la probabilité est pas si faible que ça. Donc, qu'est-ce qui se passe si y a X% de la population française en plus au SMIC? Donc, what if smicardisation de la France? What if pétrole à 200 dollars? What if pénurie d'étain? What if l'étain, ça sert à faire des soudures sur les cartes informatiques? Bon, il n'y a plus d'étain, on va être embêté quand même. Et ça, rien que ça peut faire une inflation du prix de l'informatique épouvantable. Bon, et donc on prend toute une liste comme ça et on dit ce risque-là, finalement, je le voyais très gros. Et puis non, ça va, même pas mal. Plutôt raisonnable. Même pas mal, voilà. Celui-là, par contre, je l'ai pas vu venir. Oh là là, mais si ça se produit, je suis mort. Bon. Dans le BTP, par exemple. Hein? Oui, voilà, explosion du prix du béton, on va vers une pénurie de sable. On n'aura plus de plage en 2100. Voilà. Tellement on extrait du fond de la mer 9 fois le tonnage de pétrole tous les ans. Voilà. Quand on prend tous les millions de barils de pétrole qu'on fait sortir de la croûte terrestre, ce poids-là, on le multiplie par 9 et ça vous donne la quantité de sable qu'on extrait du fond de la mer. Voilà. Bon. Et donc, on en extrait tellement que, bien sûr, le sable qui est sur les plages, il a tendance à partir vers le fond et qu'il y aura plus de plage en 2100. Voilà. Donc, avant qu'il n'y ait plus de plage, on aura un problème de rareté de la ressource en sable. Et on peut pas prendre le sable des déserts parce qu'il est trop lisse. Il faut prendre du sable marin pour faire des parpaings. Donc, là, ça sous-entend qu'on peut imaginer une autre innovation, X ou Y, à la place mais bien du sûr. sable et tout voilà. ça. Et là, c'est tout le challenge le de débat qu'il y a de ces boîtes-là entre les tenants de l'approche low-tech et les tenants de ce qu'on appelle un peu le techno-solutionnisme. Un peu un barbarisme, mais enfin bon, c'est comme ça qu'on dit. C'est-à-dire des gens qui disent « Non mais vous inquiétez pas, on trouvera des solutions. » Ou pas. Et c'est pareil. Mais franchement, tant mieux si on trouve des solutions high-tech. C'est génial. Moi, je suis pour la high-tech. C'est simplement, what if on n'en trouve pas? T'as pas vu le coup venir. Oui, t'as pas ton plan B ou ton plan C. Il faut l'anticiper. Voilà, c'est juste ça. C'est ça l'idée. Et donc, il s'agit pas de dire la low-tech c'est bien et puis la high-tech c'est mal. C'est pas le sujet. Le sujet, c'est d'abord, est-ce que les technologies qu'on développe respectent ou non les limites planétaires? Et si vous avez une low-tech qui respecte pas les limites planétaires alors qu'une high-tech les respecte, faut prendre la high-tech. Personne reviendra à la locomotive au charbon, hein. Voilà. Premièrement. Et puis deuxièmement, il y a le fait d'arriver à trouver la solution qui va bien pour devenir antifragile. Que l'entreprise devienne antifragile. Et ça peut être une solution high-tech. Mais si on la connaît pas, et si on n'a pas l'ombre d'une idée de comment, peut-être ça vaut le coup de dire, en attendant, on va trouver une solution. On va déjà identifier une solution qui marche. Voilà. Et donc, tout ça, c'est ce qu'on met dans le canal hystérique. Voilà. Et on met pas la boîte en danger puisqu'elle continue de fonctionner sur son canal historique. Et c'est ça qui lui permet de vivre, tout simplement.
Alors, ce qui sous-entend quand même, parce qu'il y a une partie équipe que l'on va dédier à ce canal hystérique en réflexion, en travail, en projet. C'est ça. Il y a aussi toute une partie R&D, une partie financière. Tu citais tout à l'heure d'avoir les fonds, les banques qui suivent ou les actionnaires. Donc ça nécessite quand même un petit peu de préparation et d'anticipation. Mais toi, tu as des exemples d'entreprises qui ont commencé déjà à basculer, que tu as envie de citer? Alors, des entreprises qui ont commencé à basculer, je vais en citer un petit nombre. Que l'on accompagne. Je suis très fier d'ailleurs de les accompagner et je pense qu'elles seront fières que je les cite, puis si je pense pas qu'elles me reprochent de l'avoir fait. Donc, tu me diras, sinon on coupera. Non, il y aura pas de coupure. On travaille sur une stratégie du Y avec l'entreprise ENAF. Gros challenge. Agroalimentaire en Bretagne, modèle économique, canal historique sur le pâté ENAF. Donc, tu vois le challenge. Je vois bien. Voilà. Voilà. Je travaille sur une stratégie du Y avec une entreprise générale de bâtiments magnifique. C'est toutes des boîtes magnifiques. Voilà. Qui s'appelle ERB, qui se trouve à côté d'Angers. Voilà. Qui construit des immeubles. Et donc là, gros challenge parce que c'est béton plus plus, hein. Donc on voit quand on comprend ce qu'on vient de dire sur le sable, on se dit il y a un vrai challenge. Je travaille sur une stratégie du Y avec une entreprise qui est dans le nord de la France, qui est une filiale du groupe Mobivia qui fait de la réparation auto, qui s'appelle Carter Cash. Voilà. Donc là, c'est pareil, hein, c'est réparation de moteurs thermiques. Bon, alors comment on fait dans 30 ans ? En 2035, quand il n'y a plus de interdiction des moteurs thermiques, vous voyez, tu vois. Voilà, donc en fait, oui, j'en ai un certain nombre comme ça. Je peux citer aussi une boîte qui fait du café, qui s'appelle Lobodis, le café Lobodis, qui est en train on est en train de travailler sur sa stratégie du Y. Et donc, ce qui est très intéressant... Demain, il n'y aura plus de café ? Hein ? Demain, il n'y aura plus de café ? En fait, je pense qu'il restera toujours du café, mais ça va être compliqué. Pourquoi ? Parce que les zones du fait à long terme, hein, mais le long terme arrive assez vite. Quand ça se rapproche. Parce que tu as vu que, par exemple, en 2024, on est déjà à 1,5 degré. Ouais. Plus 1,5. Hein ? C'était prévu pour un tout petit peu plus tard quand même. Hein ? Voilà. Moi, il y a 2 ans, je disais, le plus 1,5, on l'aura en 2030. 2024. Ça fait mal. Bon. Donc, on a regardé avec Frédéric Le Rebourg, qui est le patron de Lobodis, les zones qui deviennent inhabitables du fait du réchauffement climatique sont les zones où on cultive le café. Ça fait réfléchir. Voilà. Alors, il y a des petits malins qui vont dire, ouais, d'accord, mais donc il y aura des zones qui vont devenir chaudes pour faire la récolte, qui le sont moins aujourd'hui et où on pourra replanter du café. Bon, d'accord, mais enfin, au bout d'un moment, tout ça pose quand même des petits problèmes au mode de fonctionnement des chaînes d'approvisionnement et de l'agronomie. Oui, et puis etc., les déplacés climatiques, on n'a pas forcément parlé des droits sociaux, des droits humains ou de toute la complexité qu'il y a en France ou ailleurs. Donc, et le côté très intéressant de ce qui se passe en ce moment, c'est que, bien sûr, c'est ultra minoritaire, mais il y a un certain nombre de dirigeants qui se disent j'ai conscience que le modèle économique sur lequel je fonctionne depuis des décennies doit changer. Il est en grand danger à horizon de 10 ans ou de 20 ans. Et en fait, c'est un moteur de bifurcation qui, c'est peut-être malheureux de le dire, mais qui est plus important que le fait de dire « Oh là là, la planète est en train de bouillir, de se dégrader, etc. etc. » C'est comment je reste en vie. Voilà.
Maintenant, si on se dit l'objectif, c'est petit 1 de rester en vie et petit 2 de devenir une entreprise réellement soutenable qui montre que c'est possible aux autres et qui rentre dans les limites planétaires, tout va bien. Voilà. Et donc il y a un petit mouvement là qui est en train de grandir et c'est très très bien. Alors, très très bien. si j'essaye de faire un peu le rapprochement avec le marketing ou avec la com, forcément on est dans un autre imaginaire, on est dans un nouveau récit. Tu le cites à plein de reprises aussi Ouais. dans le livre, qui a un enjeu marketing, de changement de consommation, de changement de mode, ou de proposer, de pédagogie, de tout ça. Comment tu vois un peu les choses? Là, il y a Pour nous, marketeurs, mais oui, bien sûr, communicants. mais pour les gens qui font du marketing et de la communication, il y a matière à être excité comme des puces, là. Parce que... Je sais pas si on est super excités comme des puces, mais... Non, mais je veux dire, on voit qu'il faut rendre... déjà, il faut inventer des nouveaux imaginaires. Ouais, ça, on est d'accord. Il faut inventer des nouveaux imaginaires. Dans ces nouveaux imaginaires, il y a une question de beauté. Il faut que ce soit beau. Pour que ce soit enviable, pour que ce soit désirable, il faut que ce soit beau. Voilà. Donc, fabriquer des belles choses. Ben, ça prend plus de temps de fabriquer des belles choses, donc on en fabrique moins. Bon, donc il y a une question de ralentissement. Voilà. Et il y a une question de renoncement à des choses qui ne sont pas essentielles. Mais c'est pas facile de mettre tout ça en musique alors que depuis des générations, on est complètement matraqué par, comment dirais-je, la 2G, la 3G, la 4G, la 5G, la 6G, l'intelligence artificielle, la high-tech de partout, les robots, bon, enfin bref. Donc, il y a un nouvel imaginaire à inventer, premièrement. Et puis deuxièmement, il y a ce nouvel imaginaire, il faut réussir à y faire adhérer les gens. Ben, c'est du marketing, ça. Tout à fait. Enfin, il m'a bien semblé. Donc, mais je trouve que c'est très réjouissant et noble de se dire, tiens, plutôt que de faire du marketing qui va avoir pour effet de faire en sorte que le consommateur du téléphone portable ait envie de changer son téléphone portable tous les 2 ans, parce que c'est la fréquence de renouvellement aujourd'hui, eh ben, je vais faire un marketing qui va donner envie aux gens de rentrer dans les limites planétaires. C'est quand même c'est plus là où enthousiasmant. tu parles d'économie de fonctionnalité, d'économie de partage. D'économie de la... Ça, après, ça, c'est des modèles économiques. C'est-à-dire, tu peux avoir une approche modèle économique où tu te centres sur du vivant, c'est-à-dire tu fabriques moins d'objets minéraux et plus d'objets organiques, premièrement. Deuxièmement, tu fabriques des objets frugaux, low-tech. Troisièmement, tu mets en œuvre l'économie de la fonctionnalité. Tu mets en œuvre des solutions de mutualisation. Enfin, il y a plein de solutions de modèles économiques qui peuvent être mis en œuvre. Qui existent déjà par plein de boîtes et qui fonctionnent bien. Qui fonctionnent très bien, etc. Voilà. Sauf que les gens sont pas habitués, n'y ont pas recours, et puis c'est pas ça qu'on essaie de leur vendre. Le marketing ne les pousse pas vers là. Donc, il y a plein de choses qui sont existantes et qui ne demandent qu'à être développées. Et après, il y a la question de, justement, de la vocation du marketing, c'est de rendre tout ça désirable. Et voilà, c'est un beau challenge pour les marketeurs et les communicants. C'est ça. Je pense qu'on accepte volontiers ce challenge parce qu'on est aussi de plus en plus enclin à voir ce monde qui bouge et à se dire on est au cœur de la machine dans l'entreprise. Et on a envie de faire évoluer les choses dans le bon sens. Pour le respect et la viabilité de la boîte, finalement. Ouais. Et tu vois que ça nous amène sur des conclusions qui sont un peu différentes de ce qu'on entend souvent, c'est-à-dire l'entreprise c'est mal, donc on tue l'entreprise, ça ira beaucoup mieux, d'accord.
pas sûr. Le marketing, c'est mal, puisque le marketing est corrélé très fortement à la société de consommation. Ah oui, ça c'est sûr qu'il faut remettre en cause la société de consommation. Mais le marketing, non. Il faut rendre désirables des choses qui aujourd'hui ne le sont pas. Ça, c'est ma vision aussi du marketing durable. Voilà, c'est ça. Voilà. Et donc, et pour moi, le marketing responsable ou le marketing durable, c'est moins de faire, des plaquettes sur du papier recyclé et des sites internet à faible empreinte carbone, etc. Je suis pas en train de critiquer ça. C'est très bien de le faire, il faut le faire. Voilà. Mais l'essence du truc n'est pas là. Marketing responsable, si ça n'est que ça, c'est pas très excitant. Par contre, donner envie à des gens de retourner à l'essentiel, d'avoir plus de temps pour eux, d'utiliser moins de gadgets et puis de payer plus cher un truc qui va durer 10 ans, c'est pas facile. Mais c'est parce que c'est pas facile que c'est intéressant. Ouais. Oui, mais c'est tout là, cette notion, et c'est là où nos deux façons de penser se rejoignent. C'est que tu as la vision globale et long terme de l'entreprise et de ta stratégie du Y. Et au final, quand j'aborde les axes avec mes clients, ou de la façon dont je vois moi le marketing durable, c'est repenser l'offre et donc le challenger l'offre existante. C'est ça. Et c'est pas que challenger le site internet, les goodies qu'on va faire dans l'événementiel, c'est qu'il faut le faire aussi, parce que c'est cette approche-là. Bien sûr. Au final, tu rechallenges ton cycle de vie du produit, ton produit en lui-même, ta gamme de produits ou de services qui sont associés, ou d'y associer des services de location, de gestion, de durabilité de ton produit, ou de faire les choses un peu différemment. Et quand tu as trouvé ta nouvelle offre, qui coche toutes les cases, respecte les limites planétaires, rend le service qui est attendu par l'utilisateur, et là, il y a le gros challenge, c'est donner envie. Et c'est là où c'est un risque. Est-ce que le marketeur aujourd'hui est prêt à prendre ce risque, ou est-ce que la direction marketing est prête à prendre ce risque, ou est-ce que le dirigeant de l'entreprise, en fonction des différents niveaux, sont prêts à prendre ce risque, alors que on est là en début d'année, donc on a les objectifs de l'année 2025, en disant tiens, t'as ton budget, je te redonne le même budget, ou je te fais un -10, -20. Par contre, il faut que en termes d'objectifs, de chiffres, de vente, de nouveaux clients, de fidélisation, on soit à plus, etc. Donc c'est aussi comment changer finalement les indicateurs que l'on suit, comment changer cette mentalité. En fait, sur le canal historique, on change rien. Enfin, on change rien. Idéalement, quand même, on change des trucs, mais on maintient finalement le fonctionnement traditionnel de l'entreprise. Et donc, idéalement, la directrice ou le directeur marketing se trouve lui-même avec un plan annuel qui a la tronche d'un Y. C'est-à-dire qu'il a son plan marketing historique. Et donc là, on en revient à plus X% de ceci et telle campagne de promotion de cela. Enfin bon, bref. Et puis dans son plan de l'année, il a aussi son petit canal hystérique. C'est-à-dire, justement, on va passer à un produit un peu foufou, et puis on va tester, et puis on va voir comment on peut intéresser des clients. Ce produit-là, on va l'offrir à des clients qui vont l'utiliser et qui vont en dire du bien. Puis on va créer une petite communauté qui va se propager par capillarité, etc. Et puis on va faire naître un mouvement. Tout ça, ça va prendre 3 ans. Et donc là, le responsable marketing a son propre canal hystérique. Un nouveau projet à lancer et à suivre en co-construction avec ses parties prenantes. C'est là où on a essayé avec cette méthode d'être pragmatique, c'est de se dire, mais si, encore une fois, on dit à un dirigeant, à un directeur industriel, à un directeur commercial, à un directeur marketing, écoute, tu arrêtes ça et tu fais ça, mais personne n'est d'accord. Donc ça peut pas marcher. C'est pas le bon discours. C'est pas le fait demain t'arrêteras. C'est comme le cheval qui s'arrête devant l'obstacle. Ah non, je saute pas là.
J'ai pas envie. Voilà, j'ai pas envie, je veux pas, il y a trop de risques, ça marchera pas. Ah bah, c'est sûr que ça Et marchera pas. ça, tu l'entends aussi. Il y Mais a bien sûr. toute cette problématique Donc, de conduite du changement. Hein, mais voilà, et c'est pour ça que le petit bourgeon sur le tronc, alors il y en a, on va faire pousser un petit bourgeon, puis ça va pas marcher, puis un deuxième ça va pas marcher, puis le troisième ça marche, et puis ça prend, et puis mais en attendant, l'entreprise n'est pas par terre. Ça, c'est ta métaphore en tant qu'agronome, c'est ça? C'est ça. Faut bien qu'il y ait des petites choses qui reviennent à l'origine, Ouais, c'est ça. à la source. Oui, bah plein de pistes qu'on vient d'aborder, plein de conseils et de méthodologies. Alors évidemment, il y en a plein de détaillés avec beaucoup d'exemples dans le livre, donc il faut le lire absolument. Est-ce que tu as, toi, d'autres choses que tu aimerais aborder avant qu'on attaque mes questions classiques pour les invités? Bah, peut-être le tout dernier point rapidement, c'est que on arrive à un moment dans la stratégie du Y où on se dit bon bah l'entreprise doit muter. Donc à nouveau, hein, le biologiste prend des références en biologie. Muter, bah, la mutation, c'est sur des gènes. Voilà. Donc ça veut dire que on identifie avec les dirigeants l'ADN de l'entreprise, les gènes importants de l'entreprise. Et on dit d'accord, mais sur ces gènes importants-là, quels sont ceux qui peuvent muter? Voilà. Sachant que les degrés de liberté de l'entreprise ne sont pas infinis. C'est-à-dire que avec un poisson qui mute, ne devient pas un oiseau. Enfin, pas tout de suite. Ça prend un peu de temps quand même. Voilà. Par contre, un poisson qui mute, qui était carnivore, peut devenir herbivore, par exemple. Ça, c'est une mutation plus faible quand même. Bon. Donc en fait, on regarde l'ADN de l'entreprise, on regarde les gènes importants, et on dit, il y a des trucs qu'on va pouvoir faire muter, et d'autres on va pas pouvoir faire muter. Bon. Donc, par exemple, une entreprise qui fait de la construction, on va pas lui dire, tu vas faire de l'agriculture. Mais on va lui dire, ben, tu faisais jusque-là de la construction, peut-être maintenant tu vas faire de la rénovation. Oui, ou tu Avec le utilisais zéro du béton et que tu peux choisir un autre Voilà. Et matériau. donc, c'est quelles sont les parties de l'ADN de l'entreprise qu'on fait muter pour inventer son canal hystérique. Et ça, c'est tout l'accompagnement que Et ça, vous c'est avez. une phase très intéressante de la méthodo, quand on commence à remettre l'ADN de l'entreprise sur la table et qu'on se dit, bon, alors, on va muter sur quoi? Ça, c'est très intéressant. Et ce qu'il y a de rigolo, c'est que l'identification des gènes importants de l'entreprise n'est pas si évidente que ça. C'est-à-dire que... Il y a des surprises, c'est oui, ça? il y a la première réunion, on dit, bon, ben, notre ADN, c'est premièrement, deuxièmement, troisièmement, quatrièmement. Tiens, je vais citer, ils seront d'accord. Je vais citer Carter Cash, j'en ai parlé tout à l'heure. On fait l'exercice avec Carter Cash. Bon. Et on se dit, Carter Cash, c'est quoi? Gène numéro 1, c'est la mobilité, parce que c'est la réparation auto, mobilité. Gène numéro 2, c'est de la mécanique. Voilà. Et gène numéro 3, c'est low cost. Parce que Carter Cash, c'est la filiale low cost de Mobivia dans laquelle il y a Noroto. Voilà. Bon, trois gènes. Bon. On peut faire muter tout ça. Par exemple, on pourrait très bien dire, on arrête la mobilité. Donc, mais on continue la mécanique. Voilà. Ou on va développer fortement la mécanique. Et donc, du coup, ben, tiens, par exemple, on va se mettre à faire de la maintenance, de la réparation sur des tondeuses à gazon, par exemple. Bon, par exemple. OK. Et bref, on fait au moins 2-3 réunions à se dire, alors, qu'est-ce qu'on va faire muter là-dessus? C'est quoi qu'on rajoute? C'est quoi qu'on enlève? Sur ces 3 éléments-là d'ADN. Et puis, au bout d'un moment, il y en a un qui dit, mais attends, il y a un 4e élément de notre ADN qui est peut-être le plus important de tous, c'est que nous, en fait, on offre à nos clients de l'essentiel. Et en plus, ce qui est de rigolo, c'est que dans Carter Cash, en bas, il y a marqué la baseline, c'est l'essentiel pour l'auto. Voilà. Et en fait, l'élément le plus important, enfin, un élément très important de l'ADN de Carter Cash, c'est l'essentiel.
Voilà. Et donc, on se dit, bon, mais alors donc, du coup, éventuellement, si l'automobile est menacée, l'automobile, peut-être qu'il faudrait qu'on fasse des choses de l'essentiel, mais pas mobilité. Tu vois? Là, ça va beaucoup plus loin. Et donc Ça ouvre le champ des possibles. Et ça ouvre le champ des possibles pour faire des choses qui sont plus de la mobilité, mais qui restent des produits essentiels à pas cher pour des gens qui n'ont pas beaucoup d'argent. Et qui reste dans l'ADN finalement de la boîte. Et qui restent dans l'ADN de la boîte. Et donc, D'où l'importance d'une baseline. Donc, tu vois qu'à un moment donné, on se dit l'ADN c'est ça, et puis tiens, on se rend compte qu'on a oublié des gènes. Ouais. Et après, on fait l'exercice de dire c'est quoi qu'on fait muter. Vaste programme. Parce que quand tu parles de gènes, forcément, j'ai le lien direct avec le nom de mon podcast, Marqueur, parce que en fait, tu l'écris M-A-R-Q-U-E-U-R, voilà. Oui, je sais Marqueur, bien. Ouais, en lien avec l'ADN, les gènes. Exactement. Et puis, moi, le jeu de mots que j'ai fait avec marqueur, marketing, avec le cœur. Est-ce que toi, ça te fait penser à autre chose, ce nom-là, marqueur? Comme ça, il est très explicite et il est bien choisi, mais non, pas nécessairement. Pas de spécificité sur le nom. Est-ce qu'il y a un éco-geste que tu aimerais nous partager? Perso, moi, je suis pas devenu végétarien, mais presque. Ok. Et c'est pas la peine de devenir végétarien, mais quand même, j'étais un gros viandard, quoi. Voilà. Et ça m'a pris un petit moment. Ça a été un effort. Parce qu'au début, quand il n'y avait pas de viande dans mon assiette, j'avais du mal, quoi. Voilà. Et puis ça, c'est très intéressant. Le cerveau s'habitue. Au bout d'un moment, tu n'en as absolument plus besoin. Donc c'est la période de changement qui est difficile, et puis après c'est bon. Donc j'insiste beaucoup là-dessus parce que il faut 7 protéines animales pour faire 7 protéines végétales pour faire une protéine animale. Donc on voit bien la différence d'impact environnemental quand même. Voilà. Mais par contre, je mange de la viande et j'adore ça. C'est simplement que tu es attentif. J'ai fait ma part. Là, sur le sujet en question, j'ai fait ma part. J'ai dû diviser par 4. Voilà. C'est pas rien. Ouais. Et alors, pour terminer, est-ce que tu aurais un invité auquel tu penses qui pourrait venir sur Marqueur, sur un prochain épisode? Alors, un invité que tu pourrais faire venir, laisse-moi réfléchir 5 minutes. Si tu arrives à l'attraper, Philippe Biwix, qui vient de sortir une BD sur les ressources. Philippe, c'est lui qui m'a fait découvrir le concept de low-tech. D'accord. Il a écrit L'âge des low-tech il y a 10 ans à peu près. Là, il vient de sortir une belle BD sur les ressources qui explique effectivement la finitude des ressources. Donc, toutes les questions par exemple, de rareté des métaux, d'épuisement, etc., il en parle mieux que moi, il est plus expert que moi là-dessus. C'est vraiment quelqu'un de très très bien, sa BD est super. Après, il est très demandé, mais ça peut. Mais on peut tenter. Oui. Voilà, qui ne tente rien. Voilà. Ouais. Philippe Biwix, c'est une bonne. Ce serait une bonne idée. Loïc Enaf, ce serait pas mal. Pour aborder justement le côté concret de changement, de transformation. De transformation de son entreprise. Ouais. Mais écoute, ça serait avec plaisir aussi, évidemment. Et alors, toute dernière question. Je promis, c'est la dernière, parce que là, on est largement. Ah, on a fait trop long. Non, mais c'est parfait. Moi, j'ai envie d'en savoir davantage. Et puis, je pense les auditeurs aussi, pour pouvoir rentrer un peu plus dans le concret. Si tu avais une baguette magique, je sais que Noël est passé, mais est-ce que il y aurait quelque chose que tu aimerais changer, modifier, en disant « Allez, je claque des doigts et plouf ». La fusion nucléaire demain. Ok. Ça règle beaucoup de problèmes. Malheureusement, c'est une technologie qu'on appelle post-transition. C'est-à-dire qu'elle sera disponible après
la période où il faut qu'on arrive à respecter un peu la planète. Si elle était là maintenant, ça permettrait de régler énormément de problèmes. Parce que c'est une énergie presque infinie, pas polluante, qui permettrait de dépolluer. Donc voilà, ma baguette magique, ce serait la fusion. La vraie baguette magique. Ouais. Est-ce que tu as envie d'avoir un mot de la fin ? Merci Diane. Merci Diane. Merci beaucoup Alan. Merci et à très vite. Merci d'avoir écouté jusqu'au bout cet épisode. J'espère que mon invité ou mes invités vous ont inspiré et donné envie de passer à l'action. Alors n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute favorite. Vous pouvez évidemment me laisser un message sur LinkedIn ou Instagram en m'indiquant les sujets que vous aimeriez que j'aborde et les invités que vous aimeriez entendre. J'ai besoin de vos likes et abonnements pour faire connaître mon podcast. Alors n'hésitez pas à en parler autour de vous et à partager sur les réseaux sociaux. Allez, je vous dis à très vite. Ciao.